Bonjour à tous et bienvenue sur Nina & Co. Aujourd'hui, on se retrouve avec Caroline. Caroline, merci d'être là. Et merci à toi. Personnellement, ça me touche énormément que tu sois là. Bon, je suis contente aussi. Et on va ensemble discuter de 3 thématiques. Le harcèlement, TCA, troubles du comportement alimentaire et les abus sexuels. Donc on va commencer en détente, tranquille, avec un petit jeu que je te propose. Allez. C'est pas de la voyance, pas du tout, mais c'est des petites cartes et on va voir si tu as des messages. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Tu portes des masques ou tu as porté des masques dans ta vie? Ouais. Je pense que quand t'as perdu confiance en toi, après plusieurs expériences, etc., ça te renvoie une image de toi où tu te sens, moi en tout cas à l'époque, à force de subir des trucs à l'école, ce genre de choses, bah finalement, ça m'a renvoyé une image de moi comme si j'étais un peu dégoûtante. Et donc, à force de te persuader que tu es dégoûtante, ignoble et tout, tu t'es persuadée ou on a réussi à te persuader au bout de tant d'années? Je pense que c'est mon mélange des deux, hein. Honnêtement, parce que oui, mais après les gens ils ont pas le biais sur toi, c'est toi après qui fais la démarche de penser ceci ou cela. Donc oui, c'est les expériences qui t'ont mené à avoir ce genre de pensée, mais c'est toi qui les as ces pensées. Et à force de te sentir aussi répugnante ou t'as honte de toi, bah t'es obligé de forcer le trait justement dans l'inverse, c'est-à-dire vraiment vouloir passer pour la bonne petite fille, la bonne petite patiente, la bonne petite élève, pour tout en général en fait. Et alors vraiment... du coup, ton adolescence, ça ressemblait à quoi? Perfectionniste, je pense que je pourrais pas le dire parce que j'ai jamais été très perfectionniste, mais toujours avoir besoin de paraître pour la super gentille petite fille tout le temps, même à l'école, même à la maison, tout le temps, jamais faire de vagues. Crise d'adolescence jamais fait parce que trop peur de passer pour la méchante. Et donc du coup, je pense que ça se traduirait plutôt comme ça. Un côté très candide aussi. La petite Caroline, c'était qui? Tout le monde, il est gentil, il est beau. Et je fais confiance à tout le monde malgré tout ce qui peut se passer. Et puis je pardonne à tout le monde. Vouloir absolument plaire. Depuis toujours? Ouais. Je pense que ça, c'est ce qui marquerait le plus. C'est vouloir plaire. Vouloir convenir. Rentrer dans le bon cadre. Qu'on puisse pas dire de toi une mauvaise chose en fait. Mais tu voulais plaire parce que tu voulais être aimée, parce que tu sentais que tu n'étais pas assez aimée comme tu l'aimerais. Pourquoi tu voulais plaire? Qu'est-ce que tu cherchais? Eh ben je saurais pas dire parce que très honnêtement, hein, là-dessus je peux vraiment pas en démordre. Mes parents ils ont toujours été adorables là-dessus. J'ai jamais manqué d'affection. Dans ma famille, là-dessus j'ai beaucoup de chance. Des fois ils pouvaient s'y prendre mal parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent. Donc bien sûr qu'ils ont fait des erreurs, mais comme tout le monde. Mais en tout cas, ça a toujours été fait avec les meilleures intentions du monde. Ils ont toujours tout fait pour que j'ai le maximum. Donc là-dessus, c'est vraiment pas là où ça a péché. Hein. Vraiment là-dessus, je peux. T'as grandi dans un foyer avec maman et papa? Ouais. Oui, ils se sont séparés après que j'ai quitté la maison. Donc là-dessus, j'ai vécu vraiment dans un schéma familial ultra traditionnel. C'est-à-dire qu'avec mon père, c'est même pas qu'il était absent. Oui, il était souvent en déplacement, il était absent au niveau du travail. Mais franchement, j'ai eu déjà, je sais pas si on peut parler d'Oedipe, je sais pas si j'aime trop ce mot, mais en tout cas un attachement émotionnel avec mon père qui même encore aujourd'hui est vraiment problématique. On peut pas passer une demi-journée sans s'appeler et on a un attachement vraiment même trop fort en fait. On peut même parler de dépendance affective, je pense à ce moment-là. Hein. Mais ouais, avec mon père c'est une relation quand même, avec ma mère aussi, mais c'est beaucoup plus sain je trouve. Avec mon père, c'est pas malsain dans le sens où on s'aime pas, mais c'est malsain dans le sens où on s'aime trop et on dépend un peu trop l'un de l'autre. Et ça, on en est conscients tous les deux. Mais lui, il arrive quand même à commencer à faire le détachement. Moi, j'ai un peu plus du mal quand même. Pourquoi? Je sais pas, ça a été mon repère pendant tellement de temps que là, du coup, je sais pas où serait mon repère si je l'avais plus. Pourquoi on passerait de trop à pas du tout? Non, je sais, t'as raison. Hein. Mais c'est vrai que après, moi j'ai une personnalité où je fais toujours tout dans l'extrême, c'est-à-dire que je fais soit tout, soit rien. Et tu es rentrée au lycée ou au collège? Au collège. Ça a commencé au collège? Au collège, ouais. En fait, toutes mes amies sont parties dans le collège de quartier juste à côté, quoi, le collège public. Mes parents, ils ont voulu bien faire, dans le sens où ils ont voulu, pour eux, être un bon parent, c'était m'offrir une éducation privée, catho, bien tradie, tout ça. Donc ils ont même contracté un crédit pour pouvoir me payer l'école à l'époque parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Donc vraiment, ils ont fait des sacrifices pour ça. Et dès que j'y suis arrivée, en fait, ma personnalité, elle n'a pas du tout matché, je pense, avec l'environnement. Moi, j'arrivais, mes parents avaient contracté un crédit pour que je vienne, donc j'arrivais avec mes fringues de Kiabi.
Eux, ils étaient tous en marque plus. Donc ça a tout de suite mis un petit gap. Je pense que c'est pas que ça qui a joué, parce que si j'avais une personnalité qui était quand même assez combative, forte, je m'en serais bien sortie. Et moi, j'étais plus du style à m'écraser, à être un peu candide. En plus, à cette époque-là, je commençais à avoir un peu des rondeurs. Est-ce que ça veut dire que tu penses qu'une personne combative ne peut pas être harcelée à l'école? Très bonne question. Ça dépend des caractères quand même. Je pense qu'il y a des caractères qui se font moins harceler que d'autres. J'ai l'impression. Ça, c'est peut-être une croyance limitante, c'est Possible peut-être pas la aussi. réalité. Au début, j'ai commencé à me faire des amis, mais très rapidement, c'est parti un peu en vrille. Elles m'ont laissé tomber du jour au lendemain. Donc je suis passée de la fille qui avait pas trop d'histoire, mais qu'on calculait pas trop, à celle qui est toujours toute seule. On se moque un peu d'elle parce qu'elle est seule dans la cour. Le terme à l'époque, c'était les paumés. Il y avait les populaires, les normaux et les paumés. Je faisais partie de la catégorie des paumés. Et donc je faisais partie de ce genre de fille qui allait se cacher dans les toilettes pour pas qu'on voit qu'elle est toute seule dans la cour, et qui allait pas manger à la cantine parce qu'elle avait peur d'être toute seule avec son plateau comme une imbécile. Enfin, une imbécile, non, bien sûr que non, mais qui se sent comme une imbécile plutôt dans le réfectoire. Et c'est à cette période-là que du coup, dès que je rentrais de l'école, je me déchargeais complètement et je défonçais tout le frigo, mais tout y passait. C'est-à-dire que du blanc de poulet au gâteau, aux lasagnes congelées, enfin ça pouvait être n'importe quoi. Donc c'était à quel âge ça? C'était en 6e, donc Ah oui. et ça a continué jusqu'à la 3e, donc bien jusqu'à 15 ans. Et ça a été toute cette période-là, et ça a été de mal en pis, parce que le problème c'est que vu que je compensais tout le temps avec de l'hyperphagie, parce que du coup aujourd'hui je sais que ça s'appelle l'hyperphagie, à l'époque Alors explique pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'hyperphagie. Bien sûr, l'hyperphagie en gros c'est juste le fait de dégommer tout ce qu'on trouve, de manger. Or la faim elle compte pas du tout, c'est une grosse pulsion, on se remplit comme si on voulait combler un vide, mais par contre derrière il n'y a pas de compensation, ni sportive, ni vomitive, ni quoi que ce soit. C'est vraiment que du remplissage, ce qui a fait que j'ai pris énormément de poids en un laps de temps quand même assez limité. Et donc tu n'avais pas commencé à te faire vomir à ce moment-là? J'en avais même pas conscience que ça existait, ce concept. Donc, et ça m'est même pas venu à l'idée parce que ouais, j'étais complexée par mon corps. J'avais déjà commencé à regarder un peu sur internet les fameux comment maigrir en une semaine. Dans ta tête, tu pensais que si tu étais plus mince, les populaires allaient te... Complètement. C'était l'idée vraiment que j'avais. Et ce qui a motivé beaucoup ça, c'est qu'à cette époque-là, donc comme j'ai pris quand même beaucoup de poids, les gens ont commencé à se moquer. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des petites réflexions dans le couloir où... celle-là, faudrait pas porter ce genre de t-shirt quand on fait autant de poids, des petites vannes, mais encore, voilà, ça reste enfantin et gamin, tout simplement. Là où ça a commencé à vraiment devenir grave, il y a eu la première déclencheur, ça a été une fille qui a lancé un groupe Facebook qui s'appelait du coup Caroline Latruy. En fait, c'était un groupe qui était participatif, donc tout le monde pouvait poster comme il voulait sur Facebook. Moi, j'avais pas Facebook à ce moment-là. Donc j'avais même pas eu conscience qu'il y avait ce groupe qui existait, les gens se me foutaient de ma gueule et ça a duré plusieurs semaines. Et en fait, les gens pouvaient poster des photos et c'était que des photos à mon insu, où on voyait un peu mon ventre qui dépassait, où j'avais un t-shirt un peu trop moulant et du coup tu voyais un bourrelet et du coup ils prenaient le bourrelet en gros plan. C'était que des bêtises, mais vraiment des grosses bêtises comme ça. Et en plus, quand je regarde les photos de l'époque, je trouve que j'étais pas si grosse que ça. Mais en fait, c'est ça, hein. C'est là où je me rends compte que c'est pas le poids qui définissait le harcèlement, hein. Parce que franchement, le poids que je faisais à l'époque, c'était juste une gamine un peu ronde. Mais franchement, c'était pas une gamine qui méritait tout ça. Enfin, même une gamine... De toute façon, même quelqu'un qui même une serait gamine en obèse, surpoids, personne ne mérite du cyberharcèlement ou du harcèlement tout court. Oui. Personne. Donc après ça, je sais qu'il y a eu tout un tumulte où mes parents s'en sont rendus compte. Donc mes parents et pas moi en plus. Donc j'avais un peu honte à ce moment-là. Mais outre ça... Quand ça s'est arrêté, quand ils ont fermé le compte, là ça a commencé à rentrer dans vraiment les attaques physiques, où je me rappelle qu'il y avait un bâtiment de permanence et derrière il y avait une allée un peu cachée. Et on n'avait pas le droit d'y aller, c'était interdit. Sauf que moi quand je devais monter par exemple en cours de SVT, je devais emprunter un escalier qui passait juste devant cette... Et je me rappelle qu'il y avait un groupe de personnes qui m'attendaient souvent, qui m'attrapaient. Et ça partait sur des coups de poing, des griffures, des coups de pied. Souvent, quand il pleuvait, une fois, il y a un mec qui m'a pris mon parapluie. Je me rappelle très bien parce que je me suis fait punir pendant un mois à cause de cette histoire.
Ma mère m'avait prêté son parapluie juste avant de partir à l'école parce que ça lui faisait de la peine de me voir partir comme ça sous la pluie. Mais elle m'a dit attention, j'y tiens. Donc tu me le ramènes comme il était. Et quand j'arrive à l'école direct, il y en a un qui me prend mon parapluie, qui me pousse dans la boue et qui me dit de toute façon toi tu mérites pas d'être propre. Et c'était que des petits trucs comme ça et c'était quotidien. Du coup, tout le long du collège, t'accumules un truc vraiment lourd. Déjà, j'en reviens sur le groupe Facebook. Tu dis qu'après, il a été fermé. Rien que là, le directeur, il n'a pas sanctionné les élèves. Bon, c'est ok, on parle d'un temps, c'est pas aujourd'hui, ça s'est passé il y a 10 ans du coup. Il y a plus de 10 ans même. Plus de 10 ans. Donc avant, on parlait pas autant d'harcèlement, mais quand même, on avait commencé à en parler. Oui, on en avait conscience quand même de ça. Donc le directeur n'a pas déjà sanctionné C'est la seule fois où j'en ai parlé avec... parce qu'à cette époque-là, je pensais que c'était moi la fautive. Donc j'en ai jamais parlé, ni à mes parents. Les tabassages, tout ça, ils l'ont appris il y a pas longtemps, il y a quelques années. Parce que ça, ils ont jamais... quand je revenais avec des bleus, c'était « oh, j'ai trébuché » ou c'était au sport. Mais jamais je disais exactement ce qui s'était produit. Et après, il y a eu juste cette histoire de cyberharcèlement là pour le coup, mais c'est mes parents qui l'ont découvert, donc ils ont ils ont demandé au directeur qui les a juste convaincs de surtout pas porter plainte, de pas faire de vagues. Il faut pas ébruiter l'affaire. Voilà. Et à l'époque, ils ont écouté parce qu'ils ont dit c'est pour le bien de Caroline. Avec le recul, je sais que ce n'est pas du tout le cas. Absolument pas. Et tu penses que c'est pourquoi ? C'était pour pas ébruiter l'affaire, pour pas entacher un peu la réputation de l'école. Et la fille a été sanctionnée de façon un peu étouffée, mais ça a été vraiment très léger, parce qu'il a dit si ça se fait trop savoir, c'est Caroline qui va en pâtir. Donc du coup, il n'y a pas eu trop de bruit à ce niveau-là. C'est Caroline qui va en pâtir, mais tout le monde voyait bien que c'était aux yeux de tout le monde, non, qu'on te poussait dans la boue, etc. Il y avait d'autres personnes qui voyaient ça. En fait, j'en sais rien, parce que comme personne n'a jamais réagi, même des personnes qui sont aujourd'hui très bienveillantes, et qui même à l'époque étaient super bienveillantes avec moi, on s'en sont jamais trop rendu compte. Donc je pense que ces personnes-là, elles l'ont fait vraiment de façon très masquée, et je crois que ça s'est pas trop su. Et peut-être que tu portais bien un masque aussi. Voilà, ton masque était bien là et que peut-être que les professeurs n'ont jamais vu que tu étais Non, les professeurs, j'en ai jamais parlé aux professeurs. J'en ai parlé que très récemment à certains profs avec qui j'ai toujours un contact et qui sont génialissimes. Après, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, les profs font beaucoup plus attention, mais que peut-être il y a 12-13 ans, c'était pas la même chose, c'est sûr. Même s'il y a toujours eu du harcèlement, et ça j'en suis persuadée. Donc suite à cet épisode du parapluie, etc., tu souffres d'hyperphagie. Je suppliais mes parents de m'enlever de l'école, mais comme j'expliquais pas pourquoi, ils pensaient que c'était juste un caprice parce que je trouvais ça trop dur et qu'il fallait juste que je me donne un coup de pied pour bosser mieux. Du coup, j'acquiesçais. Donc ça mettait une pression supplémentaire. À ce moment-là, mon père a commencé à me faire du sport. Ça m'a beaucoup aidé quand même. De commencer à faire de la course, de l'escrime, ce genre de choses. C'était un peu le refuge. Et ça aide beaucoup. Après, tu rentres au lycée ? Ouais. Dans la même école ? Ouais. Et comment ça se passe ? Alors le lycée, ça a été un truc plein d'espoir et très décevant. Parce que le lycée, il y avait beaucoup de gens qui s'en allaient de l'époque, notamment une personne à qui je pense très fort, qui a été renvoyée notamment à cause de ce genre d'histoire. Ça a joué dans la balance. Et donc il y a beaucoup de personnes qui étaient un peu malveillantes dans ce genre-là, qui partaient. Et il y avait plein de nouveaux élèves qui arrivaient. Donc moi je me suis dit, je vais me refaire une personnalité. Sauf qu'il restait quand même quelques élèves qui avaient joué dans ce cercle-là. Et j'ai commencé à discuter avec de nouvelles personnes, à me faire de nouveaux amis. Et ces personnes-là sont allées les voir pour leur expliquer qu'il ne fallait surtout pas traîner avec moi parce que j'étais une paumée. Voilà. Donc ça a été un peu la déception parce que pendant 2 mois, j'ai réussi à me faire des nouveaux amis. Trop contente. Et puis là, grosse déception. Du coup, les nouveaux ont écouté les anciens ? Ouais. Et encore, il n'y a pas si longtemps, j'avais reçu un message d'une fille qui m'a envoyé vraiment un message pour s'excuser de la façon dont il s'était comporté à l'époque et que c'était des gamineries, mais que ça excusait rien. Donc ça m'avait beaucoup touchée quand même. Et après ça a été un mal pour un bien. Parce qu'il y a eu cette petite période du coup de grosse déception où je me suis dit, elles sont encore là pour me pourrir la vie et ma réputation et tout. Et c'est là où j'ai commencé à renouer avec une des seules personnes qui avait été présente. Il y avait très peu de personnes présentes au collège, mais ce serait mentir de dire que j'avais personne. J'ai plutôt tourné dans les amitiés, mais ça a toujours été des choses un peu secondaires
c'était toujours un petit peu en surface, même si c'est des gens qui comptent encore beaucoup. Mais il y a une personne, et je la vois encore aujourd'hui, et elle est géniale. On s'est rencontrés en 4e, on se voyait un petit peu, et puis à partir de ce moment-là, on s'est plus lâché. Elle connaissait tes problèmes liés à la nourriture? Non, on n'en parlait pas. Donc personne ne savait à ce moment-là? Bah, même moi, en fait, je savais pas qu'il y avait un problème. Je pensais que c'était normal et que j'étais juste gourmande. Donc je voyais pas le problème à ce moment-là. Je savais juste que je mangeais beaucoup et que j'avais envie de mincir, mais je savais pas comment. Donc tant pis. En seconde, j'ai commencé à vraiment m'intensifier dans le sport. Donc du coup, bah, même si je mangeais beaucoup, niveau corpulence, ça s'était équilibré en fait, parce que du coup, bah, quand tu fais beaucoup de sport, tu manges beaucoup, ça va de soi. C'est même sain. Derrière, j'étais en première, moi milieu de première, il y a eu un déclencheur. Trop bête. Mais vraiment, ça paraît futile, mais ça a été le gros déclencheur, je pense. Enfin, le gros déclencheur non, mais le point de départ de la machine. J'avais un devoir de maths à rendre. Et du coup, bah, j'ai pas eu le temps de déjeuner le midi, je suis allée au CDI pour finir mon devoir de maths. J'ai pas mangé. Moi qui passais mon temps à me goinfrer tout le temps, j'ai jamais eu cette sensation de faim. Pour la première fois, j'ai eu le ventre qui gargouillait et j'avais faim. Et bah ça m'a plu. J'ai eu un sentiment de dopamine en fait qui s'est... Je me suis dit mais je veux ressentir ça tout le temps en fait. Donc le soir, arrivé à la maison, j'ai pas mangé. Le matin, comme je déjeunais seule, ça a pas été compliqué de cacher que j'avais pas mangé. Et quand j'arrivais le midi, je disais aux copines ah non, j'ai beaucoup mangé ce matin. Et puis quand j'arrivais le soir, on a fait un gros goûter avec les copines, j'ai pas très faim. Mais au bout d'une semaine, ma mère, elle me dit cocotte, maintenant tu vas manger. Très bien, elle avait fait un espèce de gratin de courgettes. Et je le vois et je commence à paniquer. Donc je commence à manger un petit peu. Là, je fonce aux toilettes, essayer de me faire vomir. Et forcément, j'ai jamais fait ça, je sais pas comment m'y prendre, je fais du bruit, ma mère s'en rend compte de suite, ça a été... la déchéance totale, ça a été la catastrophe dans la maison. Mais elle comprend à ce moment-là que tu es en train d'essayer de te faire vomir? Ouais, elle a compris de suite. Et du coup, ça a été la grosse panique. Elle appelle mon père en catastrophe, on a une grosse discussion. Puis après, on en vient au fait de dire écoute Caroline, si jamais tu veux mincir, il n'y a pas de souci. Si tu veux essayer de te tonifier, réguler ton alimentation, tu fais un rééquilibrage alimentaire, quelque chose de sain. Mais du coup, on va t'emmener chez quelqu'un qui est professionnel là-dedans. Donc un diététicien, nutritionniste. Franchement, c'est ce que je conseillerais à tous les parents d'avoir si on est dans ce genre de situation. Il faut faire appel à un professionnel et faire les choses sainement pour apprendre avant que ça dégénère. Le petit souci, c'est que mes parents ne sont pas professionnels. Donc ils ne peuvent pas savoir chez qui m'envoyer pour que ce soit optimal. J'ai été chez une grosse enseigne de diététicien, mais une enseigne plutôt à la chaîne. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Ou en tout cas, ça a été beaucoup remis dans le rang parce que il y avait des problèmes. C'était dramatique. C'est-à-dire que j'avais même pas 15 ans quand j'ai fait ce régime. C'était vraiment un régime pour le coup. J'avais droit à, le matin, j'avais un shot de brûle-graisse avec 3 coupes fins et j'avais droit à un fruit et un yaourt. Sachant qu'on sait que les coupes fins, déjà, c'est super mauvais, mais en plus à 15 ans, encore une fois. Même pas 15 ans. Le midi, j'avais droit à, encore une fois, 3 coupes fins. 80 g de viande, légumes à volonté, mais sans gras, attention, et féculents si j'ai vraiment faim, mais je dépasse pas les 50 g. Et le soir, par contre, féculents interdits, toujours les 3 coupes fins, mes 80 g de viande, mais c'est viande blanche, genre poisson. Combien de temps tu as tenu ce régime? Ça a duré de avril jusqu'à septembre. Aujourd'hui, ils n'existent plus, tu dis? Ouais. Non, mais le soir, le mieux c'est le soir. Mon dessert, c'était des laxatifs. C'est interdit. Coupe fin laxatif, on savait déjà à ton époque. Hein. Oui. Parce que j'ai 10 ans de plus que toi. Oui, c'est vrai. On savait déjà je savais que c'était un gros mot, mais comme c'était une professionnelle qui me le donnait, moi je me posais pas la question, je savais même pas que c'était des laxatifs. Je l'ai appris après. Parce que le souci, c'est qu'une fois l'été passé, j'avais bien fondu. Évidemment, à côté de tout ça, je faisais beaucoup de sport. Aussi, j'adore le conseil de la de la diététicienne à l'époque. Si t'as pas faim, bois juste un petit jus de concombre, ça va. Oui. C'est sûr qu'avec tous les cachets que tu prends, tu n'as pas faim. C'était super super mauvais. Donc évidemment, grosse bête d'énergie, tout ce que tu veux. Septembre, évidemment, j'avais fondu. J'arrive en terminale. Et à ce moment-là, je me rends compte de ce que ça coûte à mes parents. Je tombe sur une facture qu'ils ne me le disaient pas forcément pour pas me culpabiliser. Et je vois la facture, je vois ce que ça coûte. Je sais que mes parents, ils n'ont pas forcément les moyens à ce moment-là. Donc je dis c'est bon, j'ai plus besoin. Que j'ai pas fait la période de réadaptation où on recommence à manger normalement. Du coup, j'ai essayé de le faire par moi-même parce que j'étais tellement à ce moment-là matrixée et terrorisée à l'idée de reprendre du poids. C'était meilleur de question. Ils t'ont pas aidé quand même, hein. Ils t'ont encore plus enfoncé eux.
En plus, il y avait un... Ah non, parce qu'en plus, il y avait un espèce de truc malsain. Il y avait le tableau des meilleures pertes de poids de la semaine. Mais c'est sûr que si moi, j'ai 15 ans, 80 kilos, face à une femme de 50 ans qui a 140 kilos, évidemment qu'elle va perdre plus que moi. Et j'étais jamais sur le tableau, donc j'étais frustrée. Je perdais jamais plus d'1 kilo par semaine, et tant mieux. Donc non, ça n'aidait pas. Sauf que du coup, quand j'ai arrêté par moi-même, du coup, j'ai voulu quand même continuer le processus. Donc j'ai trouvé le moyen de me procurer les laxatifs sur internet. Super mauvaise idée, très 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 mauvaise idée. À ne jamais faire. Et j'ai commencé ce super concept, c'est faux, qu'on appelle le comptage de calories. Donc à se renseigner sur combien de calories. J'étais matrixée, je passais mon temps à regarder les calories d'un brocoli, d'un chou-fleur, d'une tomate cerise quoi. Là, tu n'étais plus du tout dans l'hyperphagie depuis... Non, là j'avais complètement stoppé. Là c'était la restriction pure, hein, mais vraiment pure. En fait, je pensais tellement à ce mécanisme de perte de poids que je pensais même plus à la fin. Évidemment que je suis passée de, au début 80 kilos, je suis descendue en dessous des 50 kilos en même moins d'1 an quoi. Et c'est, pour une jeune fille de 15 ans, c'est beaucoup je trouve. Et j'ai tenu comme ça a duré jusqu'à mes 17 ans. On était à me faire des Tupperware de haricots verts. Et c'était que des trafics et des mensonges en fait. Tu t'enlises dans un espèce de mensonge quotidien quand le soir je me faisais à manger. J'attendais que ma mère tourne le dos, je prenais mon bol de soupe, je le remplissais d'eau chaude, je mettais juste 2 splouches de soupe histoire d'avoir de la texture, puis je mettais beaucoup de curcuma. Est-ce qu'on pourrait dire que les personnes ayant souffert de TCA sont les plus grandes, sont des expertes en mensonges? Ah mais bien sûr. Mais d'ailleurs ils le savent même en clinique, ils le savent qu'on est les reines et les rois d'ailleurs de la magouille. Hein. Je peux dire des trucs que j'ai fait, même les infirmières elles en revenaient pas de jusqu'où j'ai pu être pensée pour cacher des choses, c'était lunaire. Ce qui est le plus important, c'est la perte toujours de poids. Là il n'y a plus la valeur du bien et du mal. C'est ça. Parce que tu veux juste satisfaire ce qui est le plus important bien sûr. Pour toi. Et c'est vital en plus de perdre. Mais le truc c'est que moi je considère que les troubles du comportement alimentaire c'est au même titre que n'importe quelle addiction. T'as une pulsion, t'as que ça en tête et il n'y a plus rien d'autre qui compte. Tu peux être la personne la plus gentille et la bienveillante du monde. Si jamais t'as cette pulsion dans la tête qui te ronge complètement, tu ne penses qu'à ça. Et il n'y a plus que ça qui compte. C'est-à-dire que ça devient viscéral. Est-ce qu'à ce moment-là, donc là t'es on va dire dans l'anorexie? À ce moment-là? Ouais, à ce moment-là, je suis vraiment tombée dans l'anorexie. Mais j'ai eu du mal à les consulter à ce moment-là. J'ai eu du mal à l'accepter. J'ai été longtemps dans le déni quand même. Hein. Jusqu'à mes 17 ans, c'était le déni total. Et là, c'est ma mère qui a commencé à vraiment mettre les choses en place, faire comprendre la gravité de la situation. J'ai commencé à voir mon médecin généraliste qui me mettait en garde souvent. Mais après, moi, je pensais qu'à une chose, c'était ma perte de poids, forcément. Et en plus, le pire, c'est qu'au lycée, les gens qui me harcelaient à l'époque commençaient à me faire des compliments sur ma perte de poids. Donc c'était encore pire. Exactement. Donc je vais continuer parce que c'est super, j'ai des amis. Il faut que j'y aille de plus en plus loin et de plus en plus fort. La seule personne qui a vraiment vu le problème et qui m'a alertée dessus, outre ma mère, c'était ma meilleure amie du coup. C'est la première personne qui l'a vu et qui a essayé de m'alerter, mais en douceur, elle l'a vraiment bien fait. Du coup, à quel moment tu es tombée dans la phase boulimie? Ça, c'est arrivé bien après. Là, la boulimie, c'est ce dont je souffre aujourd'hui principalement. C'est juste ce besoin de se remplir constamment, comme s'il y avait toujours un vide à combler. Alors même que j'ai faim ou que j'ai pas faim, c'est pas la question. Je pense que c'est aussi dû au trouble d'anorexie, où il y a eu une restriction pendant trop longtemps et trop lourde et trop dure. Derrière, en fait, même moi, je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais fait la réflexion de me dire un jour, ça va partir en cacahuète. C'est sûr, je vais craquer un moment. Ça va pas louper. C'est à peu près vers quel âge à te faire vomir? À 20 ans. Avant ça, il y a quand même eu une phase un petit peu ambivalente. C'est-à-dire qu'à 17 ans, après, quand mon médecin il a commencé à me mettre un stop, complément, mais que ça suffisait pas, je me suis fait hospitaliser pendant 3-4 mois. Ta première hospitalisation c'était avant 18 ans, juste avant 18 ans. T'étais en unité pour adolescents? C'est ça. Dans l'unité pour adolescents, on n'était pas que des personnes en TCA, mais on était quand même pas mal. Et après avoir fait ce passage-là, j'ai pu passer mon bac quand même. J'ai pu avoir mon bac. Et il y a eu les vacances d'été qui se sont plutôt bien passées, dans le sens où il n'y avait pas trop de restrictions non plus. Je commençais à, même si j'avais quand même beaucoup de mal,
Ça m'arrivait de me faire vomir, mais ça restait quand même... c'était épisodique, donc c'était beaucoup moins grave qu'avant. Et il y avait quand même un maintien de forme, je pouvais faire du sport, donc ça s'est très bien passé. Puis après, je suis partie faire mes études à Arles. Donc j'ai quitté le foyer, l'autonomie totale. Pendant 2 mois. Niveau alimentaire, je gérais plutôt bien. Donc t'étais bien dans ta peau à ce moment-là. Alors, dans ma peau, oui. Dans ma tête, non. Parce que c'était une grosse phase quand même de... J'étais pas heureuse. J'arrivais jamais à être heureuse. C'était que de la surface, le fameux masque, tu vois. Je commençais à me faire des amis. À la fac, ça se passait super bien. J'étais dans les majors de promo. Enfin, c'était super cool. Mais dans ma tête, j'étais tout le temps triste. Je voyais pas de but. Je voyais pas où ça allait. Et après ça, il y a eu le confinement. On s'est arrêté quelques semaines avant la fin des cours. On a passé nos partiels en distanciel. Et à ce moment-là, j'arrive à la maison, grosse panique. Parce que, qu'est-ce que je vais faire à la maison? Il y a des gâteaux, il y a des glaces, il y a tout ce sur quoi je faisais des crises d'hyperphagie. Je suis sûre que je vais recommencer. Donc j'ai paniqué totalement. Et j'ai mangé un gâteau. Et d'un coup, je me suis dit, si je le faisais vomir, est-ce que ce serait pas une bonne idée ça? C'est une très mauvaise idée. Et donc du coup, c'est devenu un engrenage où tout est devenu permissif. C'est-à-dire que ça y est, Bianquette, je peux me permettre tout ce que je veux en alimentation, j'y vais à fond, et puis de toute façon, après, je peux l'éliminer comme je veux. Très très mauvais move, parce que ça te fait partir après dans des retranchements qui sont terrifiants et qui peuvent te tuer surtout. Après, ça devient carrément une addiction. Comment ça peut te tuer? Les problèmes principaux de la boulimie, déjà, il y a le fait que ne pas s'alimenter, c'est pas toujours une très bonne idée. Parce que quand tu te fais vomir, globalement, la nourriture ressort, donc tu la digères pas. Donc du coup, déjà, il y a le côté, t'as pas l'énergie qu'il te faut, t'as pas la nourriture qu'il te faut. Au niveau des hormones, ça te détraque complètement. Donc tu sais plus si t'as faim, si t'as vraiment pas faim, si t'as juste pas faim parce que tu t'es convaincu que t'avais pas faim, ou si t'as besoin de quelque chose. T'as l'impression d'avoir toujours besoin de sucre, alors que pas forcément. Les choses les plus dangereuses, outre la dénutrition du coup, déjà le fait de vomir, t'as de l'acide qui remonte dans ton œsophage, donc qui te bousille complètement. Je me suis retrouvée avec plus de 3 ulcères en même temps dans l'œsophage et dans l'estomac. Et quand t'es jeune, c'est grave quand même. Les problèmes avec la dénutrition, t'as l'ostéoporose aussi, donc tu te casses les os très facilement. T'as un organisme, un corps de grand-mère de 80 ans globalement. Donc quand t'as 20 ans, c'est pas ouf. C'est symptomatique quand même qu'il y a un petit souci quelque part. Et les 2 problèmes les plus graves, je pense que c'est la déshydratation. Ça te fait des maux de tête, des tremblements, tout ce qu'il faut pas. Mais le plus grave, ça reste l'hypokaliémie. C'est-à-dire que quand tu vomis, la première chose qui sort, outre les nutriments et tout, c'est le potassium. Et le potassium, c'est une vitamine, je crois, qui est quasiment le carburant de ton cœur. Donc une fois que tu l'as plus, ton cœur, il gonfle. Un arrêt cardiaque. Donc du coup, sachant qu'un potassium normal, un taux de potassium normal, c'est le minimum syndical, c'est 3,5 et le maximum, c'est 5. Je me suis retrouvée à 1,5 à des moments. Et ça, c'est l'arrêt cardiaque. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu as fini à l'hôpital plus d'une fois, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es quand même dit, bon là, il faut que je réagisse parce que peut-être que il y aura peut-être pas de prochaine fois en fait. Bien sûr, mais à chaque fois que je me suis même retrouvée hospitalisée, il n'y a pas si longtemps, c'était il y a quelques mois, même pas. Et pour cette raison-là, notamment... En fait, quand tu as l'habitude, après tu le sens, c'est-à-dire que tu commences à avoir des vertiges, tu es fatiguée, tu as très soif et tu as envie de saler souvent, parce que le potassium, ça va avec le sodium. Et après, c'est pas le cas pour tout le monde, je suis pas médecin non plus, hein. Je parle de mes ressentis à moi. C'est ton expérience et c'est ton histoire. C'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Je veux pas parler pour ça. Mais par contre, j'avais fait une prise de sang, tu vois que ton potassium est bas, donc là c'est urgence directe. Et là tu te retrouves une nuit, 2 nuits avec une perfusion, ce qui m'avait le plus quand même choquée, je pense, qui m'a fait réagir un petit temps. C'est la fois où ils arrivaient même plus à me piquer pour me perfuser, tellement ils l'avaient fait et mes veines étaient en mauvais état. Donc mes veines faisaient que éclater partout. Ça a été une souffrance horrible et pourtant à la base je crains pas trop. Mais là pour le coup ça a vraiment été une grosse souffrance. Ils ont essayé de me perfuser dans les pieds, c'était une horreur cette nuit. Et finalement ils ont dû me poser une voie centrale, donc bloc opératoire, voie centrale dans la jugulaire, pour en plus injecter du potassium. C'est une des molécules qui fait le plus mal à injecter avec le fer. Ça brûle, c'est horrible. Et ce jour-là, j'avoue que oui, tu réfléchis quand même est-ce que je suis quand même allée un petit peu trop loin. Le problème, c'est que quand ça fait 4 ans que t'es dedans, c'est très dur de sortir de ce genre de mécanique si t'es pas aidé.
Ce qui s'est passé, c'est que ma mère allait voir une psychologue parce qu'elle aussi, elle avait besoin à ce moment-là. Et enfin, de toute façon, tout le monde devrait pouvoir se préoccuper de sa santé mentale. Sauf que cette psychologue lui a dit, quand ma mère lui parlait des problèmes alimentaires de sa fille, qu'elle a des soucis pour sa fille et compagnie, elle lui a dit « Ah, mais alors attendez, parce que mon mari, il est hypnothérapeute, donc peut-être que ça pourrait lui faire du bien. » Ma mère est d'abord allée voir ce monsieur. Bon, au départ, ça lui a paru normal, bien. Donc du coup, elle m'a proposé d'y aller. Moi, j'étais hyper réfractaire, mais j'y suis allée un peu en croisant les bras et en disant bon, allez, vas-y. Les premières fois, je le sentais pas trop, mais au fur et à mesure d'y aller, que mes parents me poussaient un petit peu, mais pour mon bien, toujours pareil, hein, bah du coup, j'ai fini par vraiment m'attacher dans le sens thérapeutique au processus. Et puis, il me promettait tellement de belles choses que j'allais devenir... Enfin, c'est des paroles qui font un peu gourou, hein, vu comme ça. Quand on parle de l'extérieur, je pense qu'on se rend vite compte qu'il y a un problème. Mais quand t'es dedans... Je crois d'ailleurs que ta sœur aussi y est allée et qu'elle a de suite senti... elle, par contre, elle a dit, plus jamais vous m'emmenez chez ce fou. Si vous voulez y aller, c'est votre problème. Mais moi, plus jamais je mets un pied chez ce malade. Et ben, elle a été bien clairvoyante, celle-là. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée. Tu as dit, aujourd'hui, tu as des red flags, et tu dis que dans la salle d'attente, quel public attendait pour ce... Quasiment que des jeunes filles. Hein. Des jeunes filles, et est-ce qu'elles avaient la même pathologie? Alors, on n'a jamais trop discuté, donc je peux pas l'affirmer non plus, mais clairement oui. Parce que ça se voit, déjà quand on a souffert un peu de ce genre de troubles, t'arrives à reconnaître certains petits signes, petits détails, des petites bêtises des fois, mais où tu dis, ouais, je sais. Donc vous aviez toutes le même profil, on va dire. C'est ça, c'est surtout le profil. C'était même, en fait, moi, ce qui m'avait beaucoup tilté, c'était même au niveau de la gestuelle, de comment on se portait. Moi, je sais que je suis souvent recroquevillée, en tailleur, un peu renfermée, mais c'était vraiment ça. C'était des jeunes filles très fines, très renfermées, qui se balançaient sur elles, qui avaient l'air très pas bien, quoi. Pourquoi il était spécialiste dans un domaine, ce monsieur thérapeute? Non, c'est thérapeute pour aider les gens à s'améliorer dans leur vie. Enfin, mais bon, thérapeute pour s'améliorer... Ça veut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire, mais c'est étonnant de voir qu'un seul type de profil dans ses clients. Oui, surtout que même ma mère qui est allée quelques fois, il l'a rapidement dégagé de ses patients, quoi. Par contre, toi, tu l'intéressais plus. Ouais. Du coup, comment se passaient les séances? Alors les séances, voilà, avec le recul, je sais aujourd'hui que c'est quelque chose d'absolument pas normal, mais l'hypnose, on n'avait jamais trop fait. Donc moi, je pensais que c'était normal d'être complètement inconscient, mais de rien entendre, de rien voir, de rien sentir pendant 2 heures. Moi, j'étais comme endormie en fait. Comme si j'étais un peu, au départ, un peu dans les vapes, puis après, très rapidement, dodo, quoi. Je voyais plus rien, j'entendais plus rien. Et tu croyais que c'était de l'hypnose? Donc il y avait un petit temps de parole de 20 minutes, puis après, très rapidement, ça partait sur quasiment 2 heures d'hypnose. Et puis, je sais que le réveil était très brutal. Déjà, il faut savoir que cette personne, c'était un personnage. Il s'habillait avec des vêtements extrêmement larges, extrêmement amples. Il avait toujours beaucoup de chaînes autour du cou, des clés, des choses comme ça, pour faire beaucoup de bruit, en fait, quand il marchait. Il avait des grosses bagues. C'était vraiment un archétype, en fait. Et je me rappelle que pour te réveiller, soit il te mettait un coup de pied dans le fauteuil, soit il te gueulait dessus. Enfin, c'était toujours un truc un peu violent. Toujours ce côté un peu violent. Et il y avait ce truc qui était très déroutant, c'est qu'il avait ce côté, je suis très violent, je frappe dans les murs, je hurle, je te crie dessus. Et puis d'un coup, je me calme et je te parle tout doucement et tout gentiment, comme si t'étais un chaton. Et donc du coup, c'était hyper perturbant. Et donc apparemment, ça faisait partie de sa thérapie. Spoiler, ce n'est pas le cas. Avant de rentrer en hypnose, est-ce qu'il te proposait quelque chose à manger ou à boire? Ouais, alors au départ, il insistait beaucoup, il avait une grosse coupelle de bonbons. Et il voulait absolument, même il s'était vexé quand je refusais, en me faisant un peu culpabiliser, en me disant « Ah bah oui, c'est vrai, toi t'es anorexique, tu manges pas. » C'est un peu fort quand même. Mais c'est de la manipulation. Complètement. En te disant ça, tu culpabilises et tu dis « Il faut. » Il faut. Donc là, le prochain truc qu'il me propose, bon bah j'y vais. Exactement. Donc quand il m'a proposé des tisanes, bah là je me suis dit « Ok, bah je vais lui prouver que je lui fais confiance. J'y vais, même si j'ai pas forcément envie d'une tisane. S'il me la propose, c'est que c'est thérapeutique, c'est que ça fait partie du truc. Allez go, j'y vais. » Et bah bizarrement, c'est à partir de là où l'hypnose, elle a été vachement plus efficace. C'était pas de l'hypnose. Oui. Donc je sais que je me réveillais très vaseuse, pas bien. J'ai envie de pleurer. Tu as conclu au bout de... Tu as continué beaucoup de séances en hypnose? Ça a duré jusqu'à... Mais en fait, j'ai pas arrêté parce que j'ai compris. J'ai arrêté parce que je me suis fait hospitaliser. Sinon, t'aurais pas arrêté? Non. T'avais pas compris encore? Non. Mais d'ailleurs, c'est à l'hôpital qu'ils ont réussi à déceler la chose. C'est eux qui ont fait le premier pas.
Parce qu'après aussi, un autre truc, c'est que je sortais de son cabinet, j'avais toujours un peu mal à des endroits où tu n'es pas censé avoir mal en sortant d'une thérapeute. Du coup, il y a eu le Covid où on faisait des sessions en visio, que selon lui, il fallait absolument garder le contact, il fallait surtout pas garder le contact. Et c'est à ce moment-là que je recevais beaucoup d'SMS, mais tous les jours. SMS de ton thérapeute? Ouais. C'était des SMS privés sur mon téléphone directement. Et c'était toujours des questions à caractère un peu sexuel, sur ma sexualité, sur celle de ma sœur, sur des choses comme ça. Pareil, les filles ou les garçons, si un thérapeute vous envoie des textos privés en dehors de vos séances, à part pour dire on se voit toujours demain, non. Sur la sexualité, non. Surtout pas. Non, aucun thérapeute censé ne ferait ça. Complètement. Et du coup, c'est vrai que maintenant que je fais le lien, c'est vrai que la boulimie, elle a commencé à partir du moment où les séances d'hypnose ont commencé. Maintenant, je fais le lien. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas fait le lien. Je m'étais juste dit, voilà. Donc, tu as commencé à te faire vomir à partir de. Ouais, c'était au moment régulièrement. du Covid, quand il y a eu la coupure et que. Non, c'était un peu après, mais du coup, quand il y a eu la coupure avec lui, qu'il n'y avait plus du coup ces séances physiques, mais qui continuait à m'envoyer des messages, à garder ce contact, c'est là où la boulimie est apparue. C'est peut-être pas dû à ça, mais j'ai fait quand même un petit lien, quoi. Et après le Covid, on s'est revu un petit peu, quelques séances, mais rapidement j'ai été hospitalisée. Ça l'a mis dans une colère, mais une colère. Ton hospitalisation l'a mis dans une colère? Ouais, il voulait pas. Et... Pourquoi? De quoi avait-il peur, tu penses? Alors il m'a dit que c'était une grosse erreur, que c'était ma faute, que c'est parce que je faisais que déconner, que j'arrivais pas à me reprendre en main. Il connaissait mon point faible, c'est-à-dire ma relation avec mon père. Donc il a beaucoup joué dessus en me disant tu te rends compte ce que tu fais à ton père, tu vas le tuer à force de faire tout ça. Bien marché, mais ça m'a pas empêché d'aller à l'hospice parce que franchement j'étais dans un état où il fallait que j'y aille. Et un thérapeute culpabilisateur, manipulateur, parce que peut-être, est-ce qu'inconsciemment il n'avait pas surtout peur qu'avec des vrais professionnels, tu réalises ce qui se passait depuis... C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc, combien de temps ça a duré alors l'hypnose, on va dire? Là, c'était la première fois, je venais d'avoir 18 ans. La dernière fois, du coup, j'avais pas encore 20 ans. Presque 2 ans. Ouais, c'est ça. Ça a duré presque 2 ans. Il y a quelque chose que tu m'as dit qui m'a interpellée aussi. Tu y allais plusieurs fois par semaine? Pareil. Des fois jusqu'à 3 fois par semaine. Un thérapeute qui vous dit d'y aller 3 fois par semaine, il y a un problème, c'est pas possible. Parce que le cerveau a besoin de... Justement, décanter complètement. Après chaque séance, le cerveau a besoin... Tu as besoin aussi de comprendre ce qui se passe et ce qui est en train de se passer, donc plusieurs fois par semaine. Parce que outre le côté financier, qui était un peu lourd aussi, ça c'est vrai, parce qu'il insistait pour que ce soit moi qui paye les séances. Donc du coup, en fait, j'avais l'impression de vivre, manger et dormir pour lui. Parce que du coup, soit j'étais dans son cabinet, soit je pensais à ce qui s'était passé dans le cabinet, ou alors je répondais à ses textos, soit je bossais pour pouvoir payer ses séances. Tu étais vraiment dans ce schéma-là à ce moment-là. D'enfermement complet. Et je vais te poser une question et tu es libre de répondre. Bien sûr. Est-ce que tu avais déjà eu un copain à ce moment-là? Non, jamais. Donc tu n'avais jamais connu, on va dire, de sexualité, ou copain ou copine d'ailleurs, tu n'avais jamais connu de sexualité à ce moment-là? Non. Tout ce qui a trait au sentiment, à la sexualité, tout ça, je connaissais pas du tout. Et même encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est toujours un truc qui est un peu... Maintenant, c'est sûr que c'est compliqué parce qu'il y a eu ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, si tu avais des douleurs à cet endroit-là, ça pouvait pas venir de... Je faisais pas forcément le lien. Mais du coup, non, effectivement, ça venait pas d'autre chose. Et à partir de quel moment, donc, tu as dit, oh, il se passe quelque chose, il s'est passé ça, je vais alerter quelqu'un? Ça s'est fait crescendo en fait. D'abord, il y a eu l'hospice où lui, il continuait à me harceler de messages tout le temps. Et quand les médecins et les thérapeutes ont vu à quel point mon téléphone il vibrait tout le temps, que c'était toujours le même nom et que c'était hyper intrusif, ils ont décrété qu'ils me prenaient le téléphone pour des raisons thérapeutiques. La réalité, c'était surtout pour couper le lien vraiment avec cette personne-là. Et de leur côté, ils ont fait une recherche, parce que je leur en avais parlé quand même de ce monsieur. Ils ont fait une recherche. Il se trouve qu'il était référencé nulle part, qu'il n'existe absolument pas ni dans l'ordre... Parce que même quand on est thérapeute, normalement, on a quand même... les médecins sont censés avoir une visibilité, on est fiché quelque part. À partir du moment où on touche vraiment à des gens, plutôt des patients que des clients, bah du coup, oui, t'es forcément fiché quelque part. Lui, c'était pas du tout le cas. Donc, ça les a beaucoup alertés. D'abord, ils ont voulu y aller crescendo. Ils ont d'abord alerté mes parents. Ils ont créé vraiment un espace vraiment bienveillant pour m'alerter petit à petit, me faire comprendre les choses parce que j'étais tellement attachée. T'étais dans cette relation c'est ça. Toxique.
Complètement. Alors je tiens à dire que j'ai jamais été attirée par lui ou quoi. Non, quand je dis relation, c'est pas relation amoureuse ou bien sexuelle. Non, c'est une relation interpersonnelle. C'est et ça. t'étais vraiment enfermée dans ce truc de manipulation en plus. Complètement. Et donc, quand je suis sortie de l'hospice, du coup, j'ai arrêté de le voir complètement. Après, j'ai commencé à refaire ma vie petit à petit. J'ai retrouvé un boulot. À ce moment-là, je suis partie en coloc. Donc, j'ai commencé un petit peu à me reconstruire. Et je crois que j'ai fait un peu un déni de la chose, où j'ai complètement secondé cette histoire pendant plus d'1 an quand même. J'ai même pas repensé à ça. Après, il y a eu la période où j'ai recommencé mon travail. La boulimie, elle était toujours aussi forte. Et puis, il y a eu une prise de conscience. C'est ma belle-sœur qui m'a permis de prendre conscience de ça. C'était la soirée de crémaillère quand mon père et sa copine se sont mis ensemble. Avec sa fille, on avait plutôt une bonne relation. Et un soir, on était super fatigués. On commence à papoter et là, je lâche une bombe. Et je lui dis, de toute façon, si lui m'avait pas touchée, j'en serais pas là. Et d'un coup, elle me regarde avec des gros yeux et elle me dit, mais... Et même moi, j'en revenais pas de ce que je venais de dire. Donc au départ, je me suis dit, non, mais j'ai inventé un truc, c'est pas possible, je suis fatiguée, c'est tout. Donc j'ai un peu annexé l'histoire. Et au fur et à mesure que ça passait, ça gamberge quand même pas mal. Et là, j'ai commencé à avoir des vrais flashbacks, des vraies images qui revenaient. Il y en a 3 qui tournent en boucle surtout. Les autres, c'est un peu plus flou, mais j'en ai 3 qui sont vraiment très visibles et qui sont assez traumatisantes, on va dire. Et ça s'est accentué quand je suis rentrée à l'hôpital, à la clinique où j'ai été du coup l'été dernier. Et c'est là-bas où j'avais eu un traitement spécifique. Et c'est là où je sais pas si c'est le traitement, si c'est le côté placebo ou si c'est parce que j'étais dans un milieu un peu plus protégé. Et que ton cerveau, peut-être qu'à ce moment-là, il s'est dit, elle sera en capacité de l'accueillir. C'est ça. Donc du coup, j'ai commencé à avoir ces images qui revenaient en boucle. Après, je faisais beaucoup de cauchemars, mais moi je l'apparentais à des cauchemars, pas à la penser que c'était mon cerveau qui créait des images. J'ai entendu parler d'abord d'une personne qui parlait d'un thérapeute un peu bizarre qui, elle suspecte qu'il l'aurait touchée, mais elle sait pas trop parce qu'elle était pas dans son état normal quand elle y était, elle a dit où c'était et c'était exactement là-bas. Ça a donné un petit coup de pression en plus de me dire « Ah ouais, en fait, c'est vrai qu'il y avait d'autres victimes, j'avais oublié ce côté-là. » Donc là, c'était beaucoup de cauchemars où je revois le visage des filles dans la salle d'attente à ce moment-là. Et donc ça a commencé à faire germer l'idée de peut-être en parler. Comment tu l'as trouvé, l'autre personne ? En fait, c'est pas moi qui suis venue. Je sais toujours pas qui c'est, j'ai pas son identité ou quoi. C'est un collègue de travail qui m'a dit oh là là, il y a cette histoire-là, c'est une amie d'enfance qui m'a raconté, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Et quand elle l'a raconté dans les détails, il a décrit la personne, il a décrit l'événement, et surtout qu'il a dit où c'était, j'ai compris et ça a fait écho. D'abord, je suis allée chez une gynécologue pour essayer d'attester. Il en est sorti qu'effectivement, il y avait des traces d'agression qui étaient pas normales. Effectivement, alors que j'avais jamais eu de relation, c'était pas normal vu comment c'était. Donc là, ça m'a un peu plus garanti les choses. Je t'ai dit non, il y a vraiment quelque chose. C'est ça. Et donc j'ai décidé de... En fait, j'étais pas encore prête du tout à porter plainte. Vraiment pas. Même pas en parler. J'en avais même pas parlé. J'en avais parlé du coup sans faire exprès à ma belle-sœur. Du coup, j'en ai parlé aussi à ma sœur. On avait évoqué le sujet avec mes parents, mais c'est toujours un peu compliqué comme histoire. Et à part ça, je l'avais dit à personne, quoi. Et je voulais pas en parler. Donc, me retrouver devant un avocat ou une procédure judiciaire pour en parler, c'était pas le moment du tout. Et à ce moment-là, j'ai quand même voulu poser la question. Donc, je suis allée dans un commissariat le plus proche de chez moi. Je me suis pas trop cherchée. Et j'ai juste demandé, écoutez, pas encore sûre à 100%. Mais je crois que j'ai vécu tel et tel événement, tel et tel attouchement. J'ai clairement été victime d'abus sexuels, voire de viol. Comment ça se passe ? Comment on fait ? Parce que moi, je sais pas, j'ai pas d'avocat, je m'y connais pas, mais je veux savoir comment on fait. Et là, elle a un peu presque ri au nez, et il m'a dit « Mais t'as des preuves ?» Ça dépend, qu'est-ce que vous appelez preuve ? T'as des preuves ? Non, je crois pas. Donc tu vas accuser un père de famille comme ça, sans preuve, qui est possiblement innocent ? Et tu vas peut-être le mettre en prison pour ça ? Allez, rentre chez toi. Donc, du coup, ça m'a un peu vaccinée et j'étais vraiment réfractaire à l'idée d'en parler. La suite, ça a été très perturbant, mais très positif. C'est-à-dire que ces derniers temps,
Ça allait pas trop au niveau moral, j'ai fait beaucoup de bêtises, notamment ça m'a mené à voir, notamment avec ce qu'on expliquait tout à l'heure, les problèmes d'hypokaliémie et après d'autres soucis aussi. Ça m'a mené à voir plusieurs hospices juste d'un jour ou deux, notamment un qui s'est fini avec un accident de voiture mais qui a été où vraiment ça aurait pu être dramatique. Finalement, heureusement, merci, il n'y a que moi qui ai été blessée dans l'histoire. Du coup, ça a fini aux urgences. Et quand j'étais un peu dans les vapes, pas bien, je commence à parler à l'infirmière. Et elle me demande comment j'en suis arrivée là, pourquoi est-ce que je fais tout ça, pourquoi, qu'est-ce qui va pas, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'elle me voit venir ici, donc qu'est-ce qui va pas. Et je commence à me confier un petit peu, mais rapidement. Et cette infirmière, elle a dit, je donne pas son nom si elle veut pas le donner, mais au moins je fais remonter l'histoire. Parce que moi, ça me paraît pas normal que personne soit au courant au niveau législatif, alors que c'est quand même super grave. Donc, c'est remonté jusqu'au commissariat national, et un jour, je reçois un appel de la police qui me demande de venir porter plainte. Donc très certainement qu'ils n'ont pas le droit de me le dire. Mais de ce que m'a fait comprendre l'inspecteur quand on était en pleine déposition, je lui ai demandé s'il y avait d'autres plaignantes, mais elle a dit ça, j'ai pas le droit de vous le dire. Mais réfléchissez. Vous avez été convoqué personnellement par le commissariat national, vous êtes directement reçu par un inspecteur. C'est pas anodin. Mais c'était il y a longtemps ça ou c'était récemment? C'est récent quand même, c'est assez récent. Donc il y a eu toute la procédure qui s'ensuit, médecine légale, etc. je suppose. Ouais. Ça a été aussi un moment compliqué. C'est traumatisant le pour toutes légiste. les victimes. Ouais. Après, je pense que c'est important de passer par là. C'est un moment qui est vraiment difficile. On s'en remet très difficilement. Ça prend beaucoup de temps. Mais ça soulage aussi beaucoup. Parce que de une, ça donne juste... Ça te crédibilise, en fait. Parce que jusqu'à là, maintenant, tu te dis, bon, enfin, on va me croire. Ouais, parce que jusqu'à maintenant... Même toi-même, en fait. Peut-être que toi-même, tu avais des doutes. Oui, mais même moi, j'ai des doutes. Des fois, je me dis, mais en fait, j'ai tout affabulé. Je suis devenue folle. Et d'avoir des médecins qui passent plusieurs, qui constatent tout et qui crédibilisent et qui te donnent vraiment une certaine... Voilà, qui te redonnent un statut de personne, en fait, déjà de victime et de personne, parce que jusqu'à présent, tu te vois juste comme quelqu'un qui a merdé, qui a fait une erreur. Quelle erreur? D'être allé là-bas, d'être resté là-bas, de pas s'en être rendu compte, et derrière, de commencer à psychoter sur ça. Dans ce cas-là, alors, toutes les victimes d'abus... Mais c'est toujours une pensée qui te vient par la tête à un moment. Et le fait de passer par là, oui, c'est super dur, mais c'est ce qui aide vraiment à reprendre son statut de victime, de personne, et à se crédibiliser aussi pour soi-même et pour les autres. Mais surtout pour toi-même, parce que tu te dis, non, je suis pas une menteuse en fait, ça s'est vraiment passé, j'ai pas rêvé. Et du coup, une fois que tu as passé toute cette étape, médecin légiste, etc., la suite, quelle a été la suite? Parce que je crois que c'est la suite qui est le plus incroyable. Ouais, c'est vrai que ça c'était assez hallucinant. Ouais. Mais ça en fait, on s'en est déjà rendu compte avant que je passe au légiste déjà, parce que je sais qu'à une époque, ma mère elle recevait souvent pas une demande d'amis, mais une proposition d'amis de son profil Facebook. Donc le thérapeute voulait ajouter ta maman sur Facebook? Non, il la demandait pas, mais juste c'est Facebook qui le proposait toujours. Et donc on voyait son profil quand même passer. Moi j'avais bloqué parce que sa tête je peux même plus la voir aujourd'hui. Mais je sais qu'il existait encore quelques jours après la plainte, mais disparu de partout. Donc plus de Facebook, son LinkedIn complètement bloqué, tous ses profils inexistants, sa société elle existe nulle part sur internet ni rien. Je sais qu'il a divorcé de sa femme, je sais qu'il habite plus dans le coin, mais disparu des radars complètement, on ne sait pas où il est aujourd'hui. Donc la police n'arrive pas à retrouver ce monsieur, pour le convoquer notamment pour c'est ça, et il devrait y avoir normalement une confrontation ou quelque chose, et pour l'instant j'attends toujours un mot, quelque chose, un mail, un appel, je ne sais rien, je suis un peu dans le flou parce que introuvable. Mais qu'il soit pas trouvable, que sa société soit introuvable, j'entends. Mais ce monsieur, il a donc une ex-femme qui a un enfant, je crois. Je crois qu'ils ont 2 enfants, si je me trompe. Qui a des enfants, dans tous les cas, comment c'est possible que personne ne puisse retrouver ce monsieur? Après, j'en sais rien parce que moi, j'ai pas voulu rentrer en contact avec sa femme. Non pas que j'ai quelque chose contre elle, hein, je pense que... Sans rentrer en contact avec sa femme, la police tout court. Après, moi, j'ai pas eu vent. Mais après, je peux pas avoir les détails de l'enquête tant que c'est pas des choses officielles. Donc, pour l'instant, je suis un peu dans le flou. Mais oui, c'est sûr qu'ils ont cette piste-là. Mais je sais même pas si elle est au courant de où il est, si elle sait pas. Je sais juste qu'ils ont divorcé et que lui, il n'existe plus nulle part. Donc là, l'enquête, il y a une enquête et pour l'instant, pas de procès en vue du coup. Tant qu'il n'est pas là, non, il ne peut pas y avoir de procès. Il y en aura un en septembre si jamais ils arrivent
toujours pas avoir de nouvelles de lui à le retrouver, ce sera un dossier avec l'état civil en fait. Et qu'est-ce qui risque ce monsieur? Je sais que c'est plusieurs années d'emprisonnement selon la gravité, selon les témoignages des autres victimes. Au niveau de l'amende, c'est aussi pareil, je connais pas le montant, mais je pense qu'il va avoir aussi une sacrée amende. Évidemment, l'interdiction d'exercer et une tutelle jusqu'à la fin de sa vie pour surveiller. Et du coup, depuis qu'il se passe tout ça, comment toi tu vas dans ta vie? J'en ai où? Alors ça a été très compliqué parce que déjà il y a la boulimie qui est toujours présente et c'est quelque chose dont je suis vraiment pas fière, mais que là j'ai fait une demande pour une clinique encore une fois, mais cette fois-ci c'est pas exactement le même genre de centre, c'est vraiment un centre de repos psychologique et tout, m'aider à vraiment faire une coupure dans la boulimie. Depuis que j'ai arrêté de voir ce thérapeute, j'ai eu une période de blanc où j'ai mis du temps à trouver un bon psychiatre. Je voulais absolument une femme. C'était hors de question d'être suivie par n'importe quel que ce soit, n'importe quel médecin homme, c'était hors de question. Jusqu'à ce que je rencontre mon psychiatre actuel, qui est génialissime. Vraiment, il m'a énormément aidé à réduire la boulimie. Je suis passée de 10 à 15 vomissements par jour à 2 grands max. Ça, c'est dans les pires jours. Donc vraiment, et ça, c'est pas sans son aide, quoi. Il m'a beaucoup aidé là-dessus. Donc je suis suivie par ce psychiatre plutôt pour les TCA, qui m'a ensuite proposé un addictologue, parce que lui se sentait pas assez compétent pour gérer les problèmes d'addiction. Alors après, j'ai jamais touché à d'autres produits stupéfiants, mais je pense qu'il vaut mieux pas, parce que quand t'as un terrain addictif, il faut jamais trop tester ce genre de choses. Est-ce que c'est dur le sevrage d'alcool alors? Énormément, parce que outre l'envie qui est omniprésente et des fois les pulsions qui te prennent la tête et tu penses qu'à ça, ce qui joue aussi beaucoup, c'est le côté somatique, où tu as des tremblements, des sueurs froides, des cauchemars, des palpitations, des baisses de tension, la totale. Donc ça, c'est pas évident. Et puis aussi, le truc super fun avec tout ça, c'est que l'alcool fait baisser le taux de potassium dans le corps. Donc si tu cumules les deux, c'est pas un super mélange. Donc c'est vrai que c'était super important d'enrayer ces deux trucs rapidement, très très rapidement. Mais la vraie dépendance, elle est arrivée quand j'étais à la clinique. Quand y a eu des paroles qui m'ont un peu heurtée de la part des thérapeutes, du coup, quand j'étais en permission, en droit de balade... C'est quoi cette fameuse parole du thérapeute, justement? Je pense que c'était plus maladroit qu'autre chose, mais c'était... mais au fond, est-ce que vous l'auriez pas un petit peu cherché? Parce qu'il y a toujours une relation de séduction, en fait, entre le thérapeute et le patient. Donc est-ce que vous l'auriez pas un petit peu voulu? Ce serait pas mal de votre part. Ça m'a donné la nausée. Et de ce moment-là... C'est hyper violent. Je me suis dit, je crois qu'inconsciemment, je voulais qu'on me dégage de la clinique. Et j'aurais pu juste dire que je voulais partir, que je me sentais plus. Et je pense que ça aurait été la réaction la plus mature et saine à faire. Mais sur le moment, je me sentais tellement en panique. Et je pense aussi que je cherchais la consommation de ça. Du coup, je suis allée dans l'aile des addictos. Donc en centre pour te reposer, ouais. Il y a eu cette parole-là de ce médecin. Déjà, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Très honnêtement, ça c'est une très bonne question que j'ai déjà posée à une ancienne patiente justement qui avait eu des problèmes de ce style-là. On n'avait pas du tout la même version, mais ce que je dirais, c'est que je changerais pas grand-chose. Parce que, c'est l'étape ultra compliquée où je morfle un peu. Mais je pense que ce qui va se passer après, je pense que là, il y a eu le petit condensé de c'était pas cool, ok, maintenant la suite va être trop trop bien. Et puis le fait d'avoir vécu tout ça, ça te fait tellement plus savourer la suite. Et du coup, en plus, s'il n'y avait pas eu tout ce qu'il y a eu derrière, c'est ce qui fait, et ce qui fera surtout, la femme que tu es et que ça tu seras. fait partie de ton histoire, de ta construction, donc c'est horrible à dire si tu reviens sur ce que j'ai dit avant, c'est peut-être un peu chelou dit comme ça, mais je changerais rien. Et si tu devais livrer un message, qu'est-ce que tu as envie de dire? Franchement, si je devais livrer un message, c'est en fait d'arrêter de se mettre la pression sur tout ce qui existe dans le monde. Cette histoire de masque, cette histoire de quand on ressent un vide, de la pression sociale ou pas, même qu'on se met soi-même, des fois on sent vraiment les choses. Et on les fait pas par obligation sociale ou plaire aux autres ou quoi, alors que des fois, ça plairait tellement plus qu'on fasse exactement ce dont on a envie. Caroline, merci d'être là. Merci.